Le 10e anniversaire de mon fils Lucas devait être la soirée où il se sentirait comme le roi du monde dans le bar à huîtres le plus sélect du 8e arrondissement de Paris, mais au lieu de cela, c'est devenu la nuit où ma belle-sœur m'a regardé droit dans les yeux devant une table réservée en me traitant comme si j'étais le petit personnel. Le salon privé débordait de cristal de baccarat, de champagne millésimé et des sourires hypocrites de ses 6 amies influenceuses qu'elle avait invitées sans mon accord. Quand Lucas est entré, tenant fièrement son petit gâteau d'anniversaire avec un visage rayonnant, elle l'a complètement ignoré. Elle a poussé un petit garçon de 10 ans hors du fauteuil d'honneur, a ancré son regard dans le mien et a aboyé « Isabelle, sors ce gâteau de supermarché de mon champ de vision pour mes photos, dis au serveur d'apporter plus de chaises et prépare ta carte bleue pour régler la table. Considère ça comme ton loyer pour avoir le privilège de faire partie de cette famille. » J'ai ravalé la boule d'amertume qui me nouait la gorge, j'ai serré mes poings sous la table en acajou jusqu'à ce que mes articulations blanchissent, puis j'ai pris calmement la main de mon fils. Je lui ai souhaité un excellent repas et j'ai franchi les lourdes portes en chaîne pour initier sa ruine financière totale. Je coordonne des événements d'entreprise de prestige pour gagner ma vie, quand l'hélicoptère privé d'un grand patron est cloué au sol 1 heure avant un lancement de produit majeur, c'est moi qui règle le problème. Je gère des crises à enjeux élevés pour l'élite fortunée chaque jour de ma vie, je négocie, j'exécute et je ne perds jamais mon sang-froid, mais la crise la plus épuisante que j'ai jamais eu à gérer n'était pas un client exigeant, c'était ma belle-sœur de 43 ans, Chloé. Chloé est l'enfant chéri intouchable de la famille, elle se pavanait toujours vêtue des dernières collections de créateurs tout juste sortis des défilés en agissant comme si la ville de Paris lui appartenait. Mais grattez un peu ses étiquettes de luxe et vous découvrirez qu'elle se noie littéralement. Toute sa vie artificielle est financée par des cartes de crédit au plafond épuisé, des crédits à la consommation secret et la culpabilité sans fin de mon mari. L'année dernière, elle a volé 2 000 € directement dans notre fonds d'épargne pour nos vacances familiales en sanglotant au téléphone et en jurant que c'était une urgence vitale pour empêcher la saisie de son appartement, mais 2 jours plus tard, mon fil d'actualité était inondé de photos d'elle sirotant des mimosas dans un thalasso 5 étoiles à Biarritz. Quand j'ai confronté mes beaux-parents, ils ont simplement haussé les épaules en me disant de laisser tomber car la famille doit toujours se serrer les coudes, ils ont balayé ma colère et ont ri de mes limites. Mais ils n'avaient aucune idée que leur rire scellait aujourd'hui leur condamnation financière absolue. Chloé n'avait pas gâché l'anniversaire de Lucas juste par cruauté, elle étouffait sous ses propres mensonges car elle avait fait une promesse désespérée à ces 6 fausses influenceuses, elle leur avait promis de les inviter dans ce restaurant ultra select pour qu'elle la tague sur Instagram et l'invite lors d'un voyage promotionnel à Saint-Tropez. Ses comptes bancaires étaient gelés, les cartes de son mari étaient refusées partout en ville et détourner ma réservation d'entreprise était son dernier pari frénétique pour maintenir son personnage de riche héritière en vie 1 nuit de plus. Elle comptait sur mon silence, elle supposait que je sortirais simplement ma carte de société et que j'avalerais la facture comme je le faisais toujours pour maintenir la paix, elle pensait que j'étais un paillasson mais les paillassons ne mordent pas. De retour dans la salle principale, Chloé livrait la performance de sa vie, le serveur n'avait même pas fini de verser l'eau qu'elle aboyait déjà ses commandes en annonçant qu'elle prendrait 2 plateaux de fruits de mer impériaux avec homard bleu et caviar, tout en demandant 3 bouteilles de leur meilleur champagne millésimé. Elle insistait pour que le service continue sans interruption en se penchant vers ses amis pour s'assurer qu'elle filmait bien la scène avec leur téléphone, leur disant de ne pas se priver car sa belle-sœur réglait l'addition. Précisant avec mépris que je n'étais qu'une simple organisatrice de petites fêtes qui adorait les gâter. Les filles gloussaient en brandissant leur coupe vide devant l'objectif tandis que ma belle-mère, Geneviève, restait pétrifiée au bout de la table, fixant les prix du menu avec un visage livide. Soudain, elle m'a attrapé le coude en m'enfonçant les ongles dans la peau pour m'entraîner dans le couloir sombre près des toilettes, à l'écart du bruit. Les yeux de Geneviève débordaient de larmes terrifiées alors qu'elle me murmurait d'une voix tremblante, « Isabelle, je t'en supplie, je sais que Chloé dépasse les bornes mais elle traverse une période difficile, s'il te plaît sois la plus intelligente, paie avec ta carte et laisse couler. Nous ne pouvons pas faire une scène devant ces gens, fais-le pour protéger l'honneur de la famille. » Je l'ai regardée fixement, pendant 10 ans, cette femme avait exigé mon silence pour protéger l'ego fragile de sa fille, mais en voyant ses mains trembler, quelque chose en moi s'est brisé. La culpabilité générationnelle s'est évaporée et j'ai répondu d'une voix d'un calme glacial qui résonnait sur le carrelage, « Tu utilises toujours le mot famille quand tu veux me faire avaler du poison.
Tu veux que j'achète un dîner à 3500 € alors que mon fils de 10 ans vient d'être expulsé de son propre siège d'anniversaire? Geneviève a ouvert la bouche pour argumenter, mais je me suis approchée pour la forcer à me regarder dans les yeux en ajoutant: ce soir, je préfère être un monstre mesquin qui protège son fils qu'une personne généreuse qui nourrit un parasite. J'ai dégagé mon bras de son emprise et je me suis dirigée vers le comptoir d'accueil pour fixer Marc, le directeur de l'établissement. Dans mon métier, Marc et moi nous tutoyons car je dirige des dizaines de milliers d'euros de dîners d'affaires vers son restaurant chaque trimestre. Il connaît mon visage et la puissance de mon compte d'entreprise. Je l'ai attiré dans un coin tranquille près des cuisines pour lui expliquer froidement la logistique sans aucune scène familiale inutile. Marc, la réservation pour le salon privé est déplacée en bas, dans la cave à vin personnelle du chef, seulement pour mon mari, mon fils et nos vrais invités. Marc a acquiescé en jetant un coup d'œil au chaos que Chloé provoquait à l'étage. J'ai précisé: la table numéro 4 est une table séparée, facturation individuelle, ajoute tes 20% de pourboire obligatoire pour les grands groupes et n'autorise pas un seul centime sur mon compte. S'ils essaient de mettre ça sur mon ardoise, tu refuses instantanément. Marc a fait un signe de tête professionnel, comprenant exactement la situation. J'ai rassemblé mon mari Julien, Lucas et nos véritables amis dans le hall pour les guider vers l'escalier en colimaçon, laissant derrière nous le bruit assourdissant de la salle principale. La cave du chef était un sanctuaire parfumé au vieux chêne et à l'ail rôti. Le personnel a apporté le gâteau de Lucas, a allumé les bougies et pour la première fois de la soirée, mon fils a enfin souri comme le roi de la fête. Je me suis installée dans mon fauteuil en cuir en sirotant mon eau tranquillement car si nous avions la paix en bas, l'horloge tournait pour la performance gloutonne de Chloé en haut. Chaque huître qu'elle avalait et chaque coupe de champagne qu'elle trinquait était un clou de plus dans son cercueil financier. À exactement 21h15, le serveur a déposé le lourd porte-addition en cuir noir au centre de la table 4, 3500 €. Je suis sortie de la cave et je me suis tenue discrètement derrière le comptoir pour observer la scène. Chloé a ri d'un ton nerveux et au perché avant de s'emparer de la pochette, elle a sorti une carte de crédit dorée de son portefeuille et l'a jetée sur le plateau sans même regarder le détail de la facture. Le serveur a inséré la carte dans le terminal et un bip strident a percé la conversation. Refusé. Les doigts manucurés de Chloé ont tremblé, elle a bafouillé une excuse sur une erreur bancaire et a fouillé frénétiquement dans son sac pour sortir une deuxième carte. Bip, refusé. La sueur a perlé à la racine de ses cheveux et son fond de teint coûteux a soudainement paru plâtreux. Son mari Julien restait figé, fixant son assiette vide comme si elle contenait les secrets de l'univers. Chloé a sorti une troisième carte du fond de son portefeuille, la main tremblante. Bip, refusé. Lexi, l'influenceuse principale avec son sourire à 1 million d'abonnés, a vu le voyant rouge clignoter pour la 3e fois et a lâché un ricanement méprisant en sortant un billet de 20 € froissé de son sac de créateur pour le jeter sur la nappe tachée. « Tu es fauché », a-t-elle craché avec dégoût, « c'est pathétique ». Lexi a attrapé son manteau et s'est précipitée vers la sortie, ses doigts tapant déjà furieusement sur son écran pour bloquer Chloé de tous ses réseaux sociaux avant même que son Uber n'arrive. Les 5 autres filles se sont dispersées comme des cafards fuyant la lumière, marmonnant de fausses excuses de babysité ou de vols matinaux. En moins de 60 secondes, Chloé et son mari se sont retrouvés seuls avec une addition de 3500 €. Chloé a tourné la tête et a croisé mon regard, la panique dans sa poitrine a explosé en rage et elle a hurlé mon nom en brisant toute l'étiquette du restaurant. « Isabelle. Viens ici tout de suite et règle ça. » Je me suis approchée du bord de la table en regardant la montagne de coquilles d'huîtres vides et les bouteilles de champagne drainées, puis j'ai fixé ses yeux écarquillés par le désespoir et j'ai dit: « Les invités non invités paient leur propre part. » J'ai tourné le dos et je suis sortie par les lourdes portes vitrées dans l'air frais de la nuit. Marc ne les a pas laissés me suivre, il les a interceptés avant qu'ils n'atteignent le hall. Chloé a essayé de crier et de bluffer mais Marc a simplement posé un accord de garantie sur le comptoir en lui donnant un ultimatum, signer le papier ou partir à l'arrière d'une voiture de police pour grivellerie. Chloé a dû ravaler sa fierté et a remis son iPhone 14, sa pièce d'identité et les clés de la voiture de son mari directement dans le coffre-fort en acier du restaurant. Marc lui a donné exactement 24 heures pour revenir avec la somme en espèces. L'histoire aurait dû s'arrêter là mais le désespoir rend les personnes toxiques incroyablement stupides. Le lendemain matin à 9 h, Chloé s'est rendue chez moi avec un vieux double des clés qu'elle avait conservé.
Elle ne venait pas pour les cadeaux de Lucas, à cause de mon entreprise d'événementiel, elle savait que je gardais une enveloppe de 5 000 € en liquide pour les prestataires d'urgence dans le tiroir de mon bureau à domicile. Elle essayait de voler mon gagne-pain pour sauver sa peau, mais je savais exactement à qui j'avais affaire. J'avais fait changer les serrures la veille pour installer un verrou numérique à code sans trou de serrure physique. Mon téléphone a vibré violemment sur le comptoir de la cuisine et le flux vidéo de la caméra s'est affiché. Chloé essayait frénétiquement de forcer le cadre de ma porte-fenêtre arrière avec un tournevis plat. Le système de sécurité s'est déclenché et une sirène de 105 décibels a déchiré le calme matinal de la banlieue. N'importe quel cambrioleur normal aurait pris la fuite vers sa voiture mais Chloé s'est figée. J'ai appuyé sur l'icône du microphone de mon écran et ma voix a résonné froidement par le haut-parleur du Porsche. Es-tu vraiment en train d'essayer de cambrioler mon entreprise pour payer tes huîtres ? Cette simple question a brisé ce qui lui restait de raison. Son narcissisme démesuré l'a clouée sur place et au lieu de s'enfuir, elle a fixé l'objectif de la caméra en hurlant des insultes et en exigeant que j'ouvre la porte, ignorant l'alarme hurlante pendant les 7 minutes qu'il a fallu aux patrouilles de police pour bloquer son allée. J'ai regardé les officiers la plaquer au sol, le visage contre le pavé, tandis que les menottes s'encliquetaient autour de ses poignets. Les dommages collatéraux ont été instantanés, son mari a demandé le divorce le jour même pour sauver son habilitation de sécurité professionnelle. Mes beaux-parents, terrifiés à l'idée de payer une caution pénale, ont définitivement bloqué le numéro de leur enfant chéri. La police est partie avec Chloé mais la destruction de sa vie ne faisait que commencer. Les lois physiques ont un effet domino et le système juridique aussi. Parce qu'elle a passé toute la matinée en garde à vue pour tentative de cambriolage résidentiel, elle a manqué le délai de 24 heures pour payer le restaurant. Marc a fait exactement ce qu'il avait promis en remettant ses objets de valeur à la police et en déposant une plainte officielle pour vol de service. 2 crimes graves en 2 jours. Le tribunal lui a finalement imposé un accord sévère, 3 ans de mise à l'épreuve stricte, 500 heures de travaux d'intérêt général et une restitution ordonnée par le tribunal des 3 500 € au restaurant. Le choc social a été encore plus brutal car Lexi et les autres influenceuses ont retrouvé la photo d'identité judiciaire de Chloé et l'ont publiée sur leur page pour se moquer d'elle. Mon mari Julien a finalisé le divorce en moins de 6 mois. Mes beaux-parents ont dû vider ce qui restait de leur épargne de retraite juste pour payer les honoraires de son avocat de la défense, et cette terreur financière a finalement brisé leur loyauté toxique. 6 mois ont passé, la poussière est retombée, puis mardi dernier, une enveloppe blanche sans adresse d'expédition est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Chloé griffonnée sur du papier bon marché. Elle racontait combien sa vie était dure maintenant dans un studio minuscule et écrivait qu'elle me pardonnait d'avoir surréagi, utilisant même la phrase « Après tout, nous sommes toujours une famille ». J'ai lu ces mots, mon pouls est resté parfaitement régulier et mes mains calmes. J'ai plié le papier en 2, je l'ai jeté directement à la poubelle et je me suis remise à préparer mon café matinal. Notre maison semble totalement différente maintenant, l'air y est plus léger. Nous avons organisé un barbecue l'été dernier avec nos vrais amis, nos voisins et des collègues qui respectent mon temps et mon foyer. Personne n'a exigé de vin hors de prix, personne n'a crié sur mon fils. Lucas a couru sur la pelouse avec ses amis en riant aux éclats, nous avons construit un cercle de personnes qui nous traitent avec une décence humaine de base. Nous avons choisi notre famille et la paix est absolue. Les personnes toxiques construisent des prisons avec leurs propres apparences et exigent que vous payiez le loyer, mais vous détenez toujours la clé pour sortir. Si vous êtes épuisé de porter le poids du sentiment de supériorité de quelqu'un d'autre, je veux que vous vous souveniez de 3 règles. Premièrement, le sang ne fait pas la famille, c'est le respect inébranlable qui le fait. Ne laissez jamais la biologie être un laissez-passer pour l'abus émotionnel. Deuxièmement, des limites sans conséquences fermes ne sont que des suggestions, si vous ne les laissez pas tomber, ils ne cesseront jamais de peser de tout leur poids mort sur vous. Troisièmement, le vrai pouvoir est silencieux, vous n'avez jamais besoin de crier ni de vous disputer, il vous suffit de séparer les additions et de laisser la gravité faire son travail. Ces 3 500 € que j'ai refusé de payer sont actuellement sur un compte d'épargne pour les études supérieures de Lucas. Avez-vous déjà dû choisir entre couper les ponts avec un membre de votre famille toxique ou le laisser vous vider complètement de votre énergie? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires et si vous avez déjà dû devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre juste pour protéger votre propre paix,
abonnez-vous. Je suis Isabelle et mon ardoise est définitivement fermée. Je sais exactement ce que vous vous dites derrière votre écran, vous vous demandez pourquoi j'ai aidé cette femme pendant des années ou pourquoi je ne l'ai pas dénoncée quand elle a volé l'argent des vacances la première fois. Il est facile de juger de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes une seconde, je n'étais pas stupide, j'étais piégée dans ce que les psychologues appellent l'effet machine à sous, ou le renforcement intermittent. Quand on gère un membre de la famille toxique ou un enfant gâté, il ne vous traite pas comme une moins que rien 100% du temps, de temps en temps il vous donne une miette d'espoir, une fausse excuse, un dîner de Noël correct, un moment fugace où il agit comme une vraie famille aimante. Vous continuez à mettre votre argent et votre énergie émotionnelle dans la machine en tirant le levier, espérant le jackpot d'un amour sincère. Vous n'êtes pas faible, vous êtes simplement accro à l'illusion qu'ils finiront par changer. Mais quand l'illusion se brise enfin, il faut pivoter, et c'est exactement ce que j'ai fait dans ce restaurant. Analysons ma stratégie de défense financière. D'abord, j'ai utilisé la stratégie de l'audit. Les escrocs et les sangsues prospèrent dans la zone grise, ils adorent dire « on réglera ça plus tard » ou « ne t'en fais pas pour les chiffres ». J'ai détruit cette zone grise en interceptant le directeur et en imposant une facture séparée car quand on exige un compte détaillé, les parasites paniquent. Deuxièmement, j'ai construit le dossier. Quand Chloé s'est présentée chez moi le lendemain, je ne me suis pas contentée de lui hurler dessus à travers la porte, j'ai laissé ma caméra de sécurité haute définition faire le travail difficile. Je suis restée en sécurité à l'intérieur en utilisant l'audio pour la faire parler et recueillir des preuves vidéo horodatées indéniables alors que la police était déjà en route. Dans le monde réel, votre frustration ne vous obtiendra pas de condamnation mais des preuves numériques solides, oui. Enfin, j'ai accepté le prix de la liberté. Pendant des années, mes beaux-parents m'ont supplié de payer pour maintenir la paix, mais j'ai réalisé que laisser Chloé faire face à son propre désastre de 3 500 € était le meilleur investissement pour ma propre liberté. Parfois, le moyen le moins cher de sortir une personne toxique de votre vie pour toujours est de la laisser se ruiner avec sa propre addition. Voici le verdict final, votre compte bancaire n'est pas un centre de réhabilitation pour les mauvais choix des autres. Protéger votre paix n'est pas mesquin, c'est de la survie élémentaire. Si vous financez la réalité artificielle de quelqu'un d'autre, il est temps de fermer la banque. Je veux vous entendre, avez-vous déjà dû utiliser la stratégie de l'audit avec un membre de votre famille? Avez-vous enfin séparé les factures dans votre propre vie? Partagez vos expériences car votre histoire pourrait donner à quelqu'un d'autre le courage de tracer sa propre ligne rouge. Si cette analyse vous a apporté la clarté dont vous aviez besoin, abonnez-vous. Restez vigilant et protégez votre paix.